Donc, ça tourne. Ça tourne, oui. Bon, alors, donc je m'appelle Jean Made. Pourquoi je m'appelle Jean Made? Simplement parce que mon père s'appelait Jean, son prénom, s'orthographiait comme le mien, J-A-N, et ma mère s'appelait Madeleine. Donc, en cherchant un pseudonyme, j'ai pris la moitié du prénom de ma mère et le prénom de mon père pour faire mon nom de scène, parce que mon vrai nom est un nom effroyablement lourd à porter, étant donné que je m'appelle Coquelin. Et qu'il y a eu deux très grands artistes qui avaient ce nom-là. Il y avait Coquelin aîné et Coquelin cadet, qui étaient des comédiens célébrissimes, des gens qui étaient aussi connus que Pierre Brasseur et que Michel Simon, et Coquelin aîné notamment a créé le premier jouet Cyrano de Bergerac. Donc c'était un comédien immense, il a une fresque gigantesque de 3 mètres par 2 dans le hall du théâtre de la Porte Saint-Martin, il a créé Cyrano de Bergerac. Et donc comme je ne voulais pas avoir un nom aussi important, donc j'ai fabriqué un pseudonyme avec les prénoms de mes parents. Voilà. D'accord. J'ai découvert la prestidigitation à l'âge de 9 ans. Dans la cour de mon école, sous le préau, où on nous avait prévenu la veille en disant que si on voulait, le lendemain, il y aurait un prestidigitateur qui viendrait faire une séance, et ça coûtait 1 franc. Donc j'ai demandé à mes parents s'ils voulaient bien me donner 1 franc, et j'ai donc vu ce magicien, et j'ai été la fièvre, c'est-à-dire physiquement, vraiment 42 fièvres. Quand je suis rentré chez mes parents étaient affolés, qu'est-ce qui se passe, etc. Je n'avais rien, j'avais aucune maladie, mais j'ai tellement été choqué par ce que j'ai vu que ça m'a donné un accès de fièvre important, et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai vu un monsieur qui faisait rêver les gens. Et après la séance, je suis resté pour essayer de lui parler, et le directeur de l'école m'a dit « Tu ne vas pas embêter ce monsieur, si tu vois que tu le gênes, surtout tu restes pas ». Et il m'a dit « Ah, tu viens pour connaître mes trucs, eh ben, tu t'en seras pour tes frais, parce que moi je ne donne pas mes trucs aux gens ». J'ai dit « Non, pas du tout, je voulais vous dire que j'ai été émerveillé par ce que vous avez fait, que j'ai trouvé ça extraordinaire et que ça m'intéresserait beaucoup d'apprendre des choses ». Il m'a dit c'est très simple. Il y a une maison d'édition à Paris qui s'appelle les éditions Payot. Ils ont écrit plusieurs livres sur la question, tu vas voir, c'est très emmerdant. Et, achète un livre et tu verras si tu arrêtes en cours de parcours du livre, tu lâches, c'est que ça ne t'intéresse pas et que tu n'as pas envie. Par contre, si vraiment tu as envie. Donc en rentrant à la maison toujours, j'ai expliqué ça à mon père m'a dit, ben, écoute, si tu travailles bien à l'école, peut-être qu'on achètera un livre. En réalité, dès le lendemain, il s'est fait expédier tout ce qu'il y avait sur la question, donc il lui a envoyé un petit catalogue, donc tout ce qui parlait de prestidigitation, il a commandé les livres, et il les a offerts par la suite. Et alors après, il y a eu 2 événements importants dans ma vie, un malheureux. On va commencer par le premier chronologiquement, c'est que j'ai été très malade à l'âge de 11 ans. Je n'ai pas été en classe ma 11e et ma 12e année. Et j'avais un directeur d'école qui était très sympa et qui me faisait un résumé des cours et qui me l'amenait dans ma chambre pour que je puisse continuer quand même de suivre. Mais il s'est passé une chose formidable, c'est que mes copains d'école venaient me voir tous les jeudis. À cette époque-là, le jeudi, c'était le jour de congé. Et ils ne venaient pas me voir parce que j'étais malade, mais ils venaient me voir parce que je leur faisais des tours. Et ça a été quelque chose de déterminant pour moi, c'est que j'ai compris, grâce à la prestidigitation, qu'on pouvait se créer des amitiés, on pouvait se créer de la camaraderie, on pouvait échanger des choses. Moi, j'étais dans mon lit, malade, je ne pouvais rien faire,
je voyais le ciel et les saisons qui passaient comme ça par ma fenêtre, mais tous les jeudis, mes copains venaient me voir parce que je leur faisais des tours. Et pourquoi? Simplement parce que grâce au bouquin Payot, j'ai appris tout ce que... les dés à coudre, les cartes, les boules, les cigarettes, les cordes, tout ce qu'il y avait de décrit dans les bouquins de Payot, j'ai tout pratiqué. Et voilà comment j'ai commencé. Bien sûr. Alors donc, 11 et 12 ans, alité pour des raisons de santé, mais par contre, pratiquant la prestidigitation à longueur de journée. Et ensuite, le deuxième événement qui est un peu triste, mais qui pour moi a été déterminant, c'est que mon père était commerçant. Mon père vendait ce qu'on appelait du linge de maison. C'est une profession qui n'existe plus, c'est-à-dire que il vendait la toile qui sert à faire les draps, les rideaux, tout ça. Et à l'époque où les jeunes filles constituaient leur trousseau avant de se marier, donc mon père vendait ce genre d'articles-là. Et comme il était beaucoup plus poète que commerçant, et qu'il a toujours confondu recettes et bénéfices, il a fait faillite. Ce qui fait que du jour au lendemain, la question ne s'est pas posée. J'ai passé mon certificat d'études à la fin du mois de juin de mes 14 ans, et comme mon père a fait faillite et qu'on s'est retrouvé sans rien, c'est-à-dire plus de commerce, plus de maison, plus rien du tout, on est allé habiter dans un meublé, et du jour au lendemain, celui qui a pu gagner de l'argent tout de suite, c'était moi, en faisant des tours. Alors j'ai commencé sur la place publique, à Cherbourg, le jour de marché, donc je faisais des tours, en mettant un chapeau pour faire la quête, et il y a un type qui vendait des produits pour faire des décalcomanies. Il avait des petites fioles, c'était un liquide bleu, donc en passant sur un papier et en mettant en dessous une photo ou une page de magazine, on reproduisait immédiatement ce truc-là. Bon, c'était un camelot. Et il vient me voir et il me dit, mais non, toi, comment tu fais dès que tu commences à faire des tours, il y a des gens qui se mettent autour de toi, etc. Il dit, moi j'ai un mal fou à vendre mes trucs. Il me dit, je te propose un truc, on s'associe. Et voilà, tu fais des tours, et quand il y a vraiment beaucoup de monde, ben, t'arrêtes, et moi je propose mes fioles de décalcomanie. Donc j'ai commencé à bosser avec lui. Ça a duré un peu plus d'un mois, c'est-à-dire, autrement dit, j'ai dû faire ça 4 ou 5 fois, parce qu'il venait une fois par semaine, quoi. Donc je faisais ça, et moi ça m'a guérissé auprès du public, parce que arrêter les gens sur une place quand les gens font leurs courses, c'est pas évident. Bon. Il y avait une chose qui jouait pour moi, c'est que j'étais jeune. Bon. Après, j'ai travaillé aux terrasses des cafés, donc, alors comme j'avais honte de faire la quête, j'avais trouvé un truc, c'est que je faisais une tombola pour gagner une bouteille de champagne. Donc, excepté que le numéro de la bouteille de champagne n'était jamais dans le chapeau. Donc, j'ai baladé ma bouteille de champagne pendant très longtemps. Et après, j'ai travaillé aux terrasses des cafés et aux entractes de cinéma. Alors, je faisais tout le tour. Ma première tournée, j'ai fait en vélo. Voilà, donc j'ai fait tout le tour autour de Cherbourg, donc toutes les villes qui sont de la presqu'île du Cotentin. Hein. Donc, alors, je dessinais mes affiches, j'allais les porter. Alors, je vais vous dire, les endroits stratégiques, c'est, avant tout, la porte de l'église. C'est le lieu le plus visité dans tous les petits villages. Le boucher, le boulanger et la mairie. Donc je dessinais mes affiches, j'allais les porter, donc je faisais un peu le travail d'avant-courrier, quoi. Et pour jouer le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir. Et je louais les salles. Donc soit les salles paroissiales, soit les salles municipales, dans les petits patelins. Il m'est très souvent arrivé que ma recette ne couvrait pas la location de la salle. Bon.
Mais je suis toujours tombé sur des gens très gentils. Quand ils voyaient que ils me disaient bon, c'est bon, personne ne m'a fait de problème. Et le directeur de l'école, qui était un communiste convaincu, a fait un truc formidable. C'est qu'il est allé voir le prêtre qui s'occupait du patronage. Et je sais que les curés, c'était pas son truc. Hein. Il est allé le voir en lui disant, ce monde veut faire quelque chose, je sais qu'il ne sait pas comment faire pour aider sa famille, il faut se débrouiller. Moi, de mon côté, j'essaye de lui trouver des trucs, j'écris dans des directeurs d'école, etc. Vous, avec vos patronages et tous vos kermesses, vous devez bien connaître d'autres prêtres qui font, il faut se débrouiller, mais il faut lui trouver des engagements. Et ça a été mes premiers impresarios. Voilà, j'ai commencé comme ça. C'est les tout débuts, tout début. En sachant quand même que travailler aux terrasses de café, aujourd'hui c'est bien vu, mais il y a 44 ans, donc c'était quand même, enfin, oui, il y a 44 ans, c'est ce que je dis, c'était pas facilement accepté, donc il fallait vraiment faire montre de beaucoup de diplomatie pour réussir à ne pas gêner. Mais c'est intéressant parce que là on apprend, voilà. Donc les choses ont dit. Et un jour, la plus grande place de Cherbourg s'appelle la place Napoléon. Il y a une magnifique statue de Napoléon où j'allais pratiquement tous les après-midi me balader parce que j'adore la mer. Je vois arriver deux bagnoles, deux convois. Rouge et jaune, où c'était marqué Alrex. Et donc, je me dis, tiens, ça doit être un petit cirque. C'était juste marqué Alrex. Et je vois un monsieur qui descend de l'intérieur du camion habitation, et la dame qui descend de la cabine, c'est elle qui conduisait le plus gros camion. Et je lui dis, vous êtes des artistes de cirque? Il me dit, ah, pas du tout, je suis magicien. Ah. Et donc je commence à parler avec lui, et il me dit, bon ben, reste pas dehors, rentre, bon. Et je discute avec eux, et puis il me dit, ben, on est là pour faire la tournée des foyers de marine. Cherbourg est toujours un port maritime militaire très important, et où tout autour de l'arsenal de Cherbourg, il y a une quantité de casernes, et donc il y avait un budget de divertissement, ça existe toujours d'ailleurs, où il faisait venir des spectacles. Donc Alrex était là pour passer une semaine, les passer dans tous les foyers de marine. Et il me dit, tu voudrais bien venir voir le spectacle? Je dis oui. Il me dit oui, par l'arsenal de Cherbourg, on n'a pas le droit de montrer. Ah ben, c'est compliqué, je veux dire, tu travailles avec nous. Et on va passer, donc il m'a foutu dans la malle au costume pour passer devant les gendarmes de la marine. Et puis une fois arrivé, il était devant le directeur du foyer, il a dit, vous savez, j'ai un gamin qui commence un peu à faire la précipitation, donc ça ne vous dérange pas, le type a dit, pas de problème. Donc pendant une semaine, tous les soirs, j'ai vu Alrex faire 2 heures de magie avec ses filles, avec Michel Pilar, tout ça, et le dernier soir, on a mangé dans la caravane, et évidemment moi je pleurais toutes les larmes de mon corps parce qu'il partait le lendemain. Et Léon dit à Alrex, dont le prénom était Dany, elle lui dit, mais écoute Dany, quand je passe mon, j'ai l'impression que je te revois quand tu avais 18 ans. Elle dit, pourquoi on ne le prendrait pas avec nous cet été? Alors, Alrex avait un chapiteau, il a été le premier, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il a été le premier à avoir un chapiteau gonflable. C'était un truc extraordinaire, parce qu'il n'y avait pas un seul poteau, une visibilité totale. Maintenant, on utilise encore ce genre de truc, je crois, pour faire des serres ou des trucs assez importants. Mais lui, il avait donc un chapiteau où il mettait 400 personnes, et qui était gonflé à air chaud, et qui était retenu au sol par des sacs de sable. Ça, je vous en parlerai après, les sacs de sable. Et donc, mais moi, je ne peux pas, faut en parler à mes parents. Et Alrex dit, oui, mais moi, on part Manhattan de bonne heure, etc. Je dis, ça, c'est pas possible.
si vous ne parlez pas à mon père, il ne sera jamais parti, etc. Et donc, à 2h du matin, passé, voilà Alrex qui remet ses glaces, et on part réveiller mes parents. Et alors, il faut quand même voir la situation. Mon père et ma mère, dans leur plumard, hein, il est 2h du matin passé, et je dis à mes parents, voilà, je te présente M. Alrex, c'est le magicien dont je t'ai parlé, ben voilà, il veut bien que je parte en tournée avec lui. Et il y avait mon père qui était dans le plumard, ça. Bon. Et Alrex a été formidable, vous savez, la situation peut vous paraître complètement stupide, mais moi, quand j'ai débuté, il y a un magicien qui m'a tendu la main, il s'appelait Luc, et si je peux aider votre fils, et si vous êtes d'accord, il n'y a aucun problème. Voilà. Et donc je suis parti en tournée avec Alrex, donc, où on faisait des petites villes d'un jour, et où il y avait ce putain de chapiteau gonflable à monter, et les sacs de sable étaient plus lourds que moi. Donc j'arrivais pas à les porter, donc je les traînais. Ce qui fait qu'à la fin de la tournée, j'avais plus de chair sur le dessus des doigts, là. Parce que j'arrivais pas à les porter, donc je tirais les sacs de sable où je pouvais, mais sur le goudron, les places et tout ça, donc par contre je suis incollable, je sais dans toute la Bretagne où se trouvent les points d'eau. Je peux vous dire où se trouvent les pompes et tout. Parce que j'étais chargé des charges. Bon, c'était mon boulot, mais je faire la collecte de la flotte. Donc, je faisais ça. Et donc, j'ai partagé la vie d'Alrex, de ses filles, Michel, pendant toute la tournée. Et un jour, j'ai fait une connerie. J'ai mal serré le frein de la remorque des barrières. Et j'ai pris toutes les barrières sur la tronche. J'étais enseveli sous les barrières métalliques. Et quand on a réussi à me dégager, Alrex m'a tiré une tarte en pleine tête, mais je m'en souviens encore. Non pas parce qu'il était en colère, et parce qu'il avait tellement eu peur que je sois blessé ou pire. Voilà. Et sa réaction, ça a été de me filer une gifle. Et quand on s'est revus 20 ans après, il m'en a reparlé. Il m'a dit, tu sais, la gifle que je t'ai donnée, c'est parce que tu ne peux pas savoir la peur que tu m'as faite. Ça l'avait marqué. Et donc, j'ai vu Alrex travailler, et alors, au cours de cette tournée, il y avait un truc qui était important pour lui, c'est qu'il y avait le Tour de l'Ouest cycliste, et dont il était l'animation. Alors, c'était un gros truc. À chaque étape du Tour de l'Ouest, qui était vraiment quelque chose de très important dans toute cette partie de la France, particulièrement la Bretagne, il y avait une animation le soir à l'arrivée de chaque étape. Et donc c'était Alrex qui faisait ça. Et donc j'ai vu Alrex pratiquement changer de programme tous les soirs, quoi, parce que c'était incroyable. Il changeait, il ne savait pas 2 heures avant ce qu'il allait faire. Et dans la tournée, sous le chapiteau, parce que l'animation du Cap Podium du Tour de l'Ouest, c'était pas avec le chapiteau, mais sous le chapiteau, il m'avait fait vraiment preuve d'une énorme confiance. C'était moi qui préparais le matériel. Tout le matériel de magie qu'utilisait Alrex, c'était moi qui lui préparais, et je me faisais un point d'honneur à ce que ce soit exactement comme il voulait. Et alors, j'avais fabriqué, moi, comme j'avais pu, une quêteuse. Et alors, évidemment, il se moquait de moi parce que c'était une quêteuse ridicule, et donc il se foutait de moi avec cette quêteuse-là. Mais pour m'intégrer dans le spectacle, parce que le grand truc, vous le lirez dans l'article de Saltano, Alrex était très fort parce que tout son spectacle était sponsorisé. Par exemple, la malle au costume, Léon sortait avec un survoi de pêcheur en caoutchouc jaune et des bottes, et le numéro était sponsorisé par les bottes Baudou. Et alors, il m'avait intégré dans un numéro qu'il présentait, qui était sponsorisé par les engrais Provimi. Alors, j'arrivais, et dans ma quêteuse, je faisais apparaître une petite poule naine. Et alors, il prenait la poule, et tout de suite, il la mettait dans, ça s'appelle
Japanese box, ça a été inventé par Okito. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une boîte sans fond et sans couvercle, mais qui est juste posée sur un plateau. Et la charge est sur un côté, ce qui fait que quand on présente, ça c'est le plateau, quand on présente la boîte pour la faire voir vide, la charge se trouve cachée par le plateau. Et en la reposant, automatiquement la charge se retrouve dedans. Donc il prenait ma poule naine, il la mettait dans la Japanese box, et tout de suite, c'était une énorme poule qui arrivait, et il disait bien évidemment, grâce aux engrais produits. Voilà. Et tout le spectacle était comme ça. Tout le spectacle était comme ça. Il était sponsorisé par le final avec les fleurs, avec Lola qui sortait d'une bouteille de Saint-Galmier, c'était l'eau Saint-Galmier. Tout, du début à la fin, il n'y avait pas un tour qui n'était pas sponsorisé par une marque. Ah oui, c'était un type étonnant, hein. C'était un bonhomme très astucieux et très drôle en plus. Un jour, il y a un paysan qui vient le voir, parce qu'il faisait hypnose, lecture de pensée, une spirit, tout ça. Donc, il y a un paysan qui vient le voir en disant qu'il y avait un énorme problème, parce que ça faisait une saison entière que ces vaches n'avaient pas vélé. Et il disait, on est allé voir le père machin, tout ça, personne n'y fait rien. Faudrait, vous, votre magie, vous allez faire quelque chose. Bon. Alors, il lui dit, mais très sérieusement, il lui dit, vous savez, c'est un très vieux secret, en fait, il faut que vous fassiez sortir votre troupeau de la... on appelle ça, de l'étable, merci, il faut sortir le troupeau en marche arrière. Et le lendemain matin, on est allé avec Adrex se planquer, parce qu'il avait su le mec habité et tout ça, et on a vu ce pauvre paysan, mais quand bavait des ronds de chapeau, il tapait sur ces pauvres bestioles pour les faire sortir en marche arrière, etc. Et il se marrait, le père Adrex, il adorait faire des blagues. Ensuite, il y a eu un deuxième coup de chance. Le premier coup de chance étant Adrex. Le deuxième coup de chance, c'est que mon père, quand on allait voir à l'époque à Cherbourg, il y avait des énormes paquebots qui faisaient escale. Il y avait notamment le Bremen, sur lequel il y avait un certain Roy qui était steward. Il y avait le Queen Mary et le Queen Elizabeth. Donc ça, c'était les trois bateaux qui, chaque semaine, faisaient escale à Cherbourg. Et mon père me dit, tu sais, je crois que sur les paquebots, tu dois te renseigner, il y a des spectacles. Alors j'écris à la Cunard Line, avec un petit CV bricolé, 3 photos merdiques, et j'envoie tout ça. Et la Cunard Line me répond en français, en me disant qu'effectivement il y avait bien des spectacles sur les bateaux, mais comme c'était une compagnie anglaise, ils prenaient que des shows anglais. Mais au bas de la lettre, il me disait, mais vous pourriez contacter une compagnie française, la French Line, au Havre, la compagnie générale transatlantique, et il me donne l'adresse. Pourquoi les Anglais, hein? Bon. Évidemment, je refais un CV, etc., j'écris, hop, et je reçois par retour du courrier une lettre en me disant, on peut vous engager au pair, 14 jours sur le France. Donc, alors, c'était pas vraiment pas payé, parce que vous allez voir la délicatesse de l'histoire. On recevait, dès qu'on mettait les pieds sur le bateau, le commissaire de bord nous donnait une enveloppe dans laquelle il y avait de l'argent pour donner les pourboires aux maîtres d'hôtel qui s'occupaient de vous à table, aux cabiniers, aux femmes de chambre, pour que ces gens-là ne soient pas lésés en s'occupant des artistes qui étaient engagés gratuitement à bord. Donc moi je reçois ma lettre, engagé au pair, 14 jours, je me dis 14 jours, 14 spectacles. Donc 14 spectacles avec les mêmes passagers, donc j'emmène tout ce que je sais faire. Les lapins, les colombes, je sais pas, tout ça. Et j'arrive au Havre par le train, et là le commissaire de bord m'engueule, il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on foute de tout ça? Il dit, où est-ce que vous voulez qu'on mette tout ça? Je lui dis, attendez,
moi en plus je suis fier, mais on m'a engagé pour 14 jours, vous savez, c'est une sorte de gentleman agreement, c'est pas, on ne peut pas vous dire, on vous offre une traversée gratuitement. Alors, on demande aux artistes, ils font 5 minutes à l'aller, et puis ils font les mêmes 5 minutes au retour. Et comme ça, ils font le voyage Le Havre-New York, et c'est une façon conviviale de faire un échange. Bon, oui, donc de très mauvais poil, le mec, on prend tout, moi je faisais minuscule, alors on met les animaux au chenil là-haut, on met des mâles à un étage, sur un pont, un autre pont. Bon. Et comme j'étais là, puis que je voulais vraiment essayer de me faire bien voir, donc, comme j'avais amené tout ce bazar-là, moi je faisais de la magie non-stop. Alors je faisais la garderie des mômes, je faisais le thé à 5 heures, je faisais... du matin au soir sur le France, voyez quoi, à l'automne, au cabaret, dans les salons, partout. Voilà, donc je faisais des tours. Donc. Et sur le chemin de retour, on est juste de quitter Southampton, on glisse une carte sous la porte de ma cabine, bon, on voit, vous avez rendez-vous avec le commandant à 17h. Je dis putain, j'ai dû faire une connerie, un truc que je ne me suis pas rendu compte. Bon. Alors, je mets ce que j'avais de mieux comme une fringue, bon, et à 17h, je vais voir le commandant. Il me dit, bon, je vous ai vu un petit peu, là, apparemment, vous savez faire beaucoup de choses. Parce que là, évidemment, je faisais les papieristes et tout. Bon, alors, j'ose pas trop répondre. Il dit, voilà, ça vous plairait on va, à partir du mois d'octobre, on part faire la croisière autour du monde. Donc là, on est pratiquement 6 semaines avec les mêmes passagers. Et donc, il nous faut un programme de divertissement. Il faut des gens qui savent faire beaucoup de choses pour pouvoir... si vous êtes d'accord, bien évidemment, c'est payé. Bon. Je ne sais pas si je suis d'accord. Alors, mais il me dit, par contre, vous parlez anglais. Je dis non. Ah, ça, c'est embêtant, il dit, parce que il faudrait au moins que vous puissiez apprendre un numéro, il faudrait que vous puissiez faire 10 minutes en anglais, parce que sur la durée de la croisière, on n'a qu'un public américain, donc il faut leur parler. Après, vous faites des numéros visuels, c'est pas grave, mais il faut au moins un numéro où vous parlez aux gens. Et il dit voilà, si vous êtes d'accord et si vous me promettez de pouvoir monter et présenter un numéro en anglais, vous allez voir le commissaire de bord, celui qui m'avait viré avec mes mains, et vous voyez avec lui. Et donc j'ai été engagé pour faire la croisière autour du monde, à $20 par jour. On était quand même en 1965, nourri et logé en première classe. Voilà. Et alors là se place un truc amusant. Donc, je suis sur le France, bon, je suis resté très longtemps, et un jour, il y a un des maîtres d'hôtel, qui était un Basque, qui me dit viens, je t'emmène, on est à New York, hein, je t'emmène boire, t'as jamais bu un pastis comme ça de ta vie. Bon. Et il m'emmène au, comment s'appelle-t-il déjà cet hôtel, voilà que j'ai un trou de mémoire. Le plus grand hôtel de New York. Oh, c'est trop con. Je me souviens plus de son nom. C'est important parce que c'est vraiment... c'est l'hôtel de New York. Donc, enfin, ça va vraiment vous dire. Hein. Pour la petite histoire, c'est pas très important, mais c'est bien quand même de connaître, faut que je retrouve le nom de cet hôtel. Bon. Et le concierge était donc un Basque. Parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir, tous les grands concerts, les balades sont basques. C'est une fonction qui se passe. Bon. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà raconté. Mais, bon. Donc, on va donc voir le concierge. Effectivement, on voit un pastis formidable. Eux discutent de trucs. Et puis moi, derrière lui, je vois un tas de casiers. Et donc, à un moment donné, je lui dis, c'est quoi? Il dit, c'est les cartes postales. Je dis, ah bon? Il dit, oui, il y a beaucoup de gens qui pour des raisons de business, se font adresser leur courrier ici, voilà, et donc je comprends, après lui avoir posé beaucoup de questions, qu'on peut louer une carte postale. Bon. Alors, on repart sur le bateau, on part faire
une croisière aux Caraïbes, on revient 15 jours plus tard. Dans ce laps de temps, j'avais fait faire des photos par le photographe du bateau, et comme le bateau imprimait un journal tous les jours, je m'étais fait faire du papier en tête, avec, évidemment, comme adresse, l'adresse de ce fameux hôtel que je ne retrouve toujours pas, mais que j'ai retrouvé, à New York. Et comme j'avais quand même rencontré beaucoup d'artistes sur le bateau, certains m'avaient donné des recommandations pour des agents, ou des adresses, ou des trucs, bon. Donc, avec le fond d'adresse que j'avais pour des impresarios et tout ça, j'écris à tout le monde, évidemment, avec mon beau papier en tête et mon adresse dans ce grand hôtel de New York. Et je reçois des réponses. Vous êtes aux États-Unis, restez-y. Si un jour vous avez l'occasion de revenir en Europe, contactez-nous. Donc, le fiasco le plus total. Sauf une dame, un peu plus intelligente que les autres, et qui me dit, si vous revenez en Europe, contactez-moi, je peux vous obtenir des engagements sur Paris. Donc, c'est ce que j'ai fait un peu plus tard, mais le coup de l'adresse du palace de New York, là, j'en étais pour mes frais, là. Voilà. Une petite question. Oui. Quel âge aviez-vous quand vous avez été engagé sur le France? Oui, j'avais en 65, donc j'avais 19 ans. Voilà, et puis après, donc, alors après il s'est passé des choses étonnantes, c'est qu'effectivement, cette dame impresario m'a tout de suite fait faire des auditions à Paris. Donc j'ai été tout de suite pris à la Villa d'Est, à l'époque où c'était un cabaret très important, puisque le programme, il y avait Mouloudji, il y avait, comment ils s'appelaient déjà ces trois Mexicains, là, les Los Machucambos, Isabelle Aubray. Donc j'avais auditionné après tout ça, parce que par contre le directeur était super. Il annonçait, il disait, maintenant, vous allez assister à une audition, on ne l'a jamais vu. Mais, comme on veut que les artistes passent en public, pendant le spectacle, les auditions se déroulaient. À la fin du spectacle, après tout le monde. Après tout le monde, le directeur disait, maintenant, nous avons une audition, on ne connaît pas le numéro, on va le découvrir comme vous, mais on tient à le voir en public. Ce que je trouvais extraordinaire. Super, en fait. Ouais. Donc j'ai auditionné à la Villa d'Est, j'ai été tout de suite pris, donc après... cette dame Fambiard, qui s'appelait Lilette, c'était son prénom, m'a dit, bon ben Jean, on a quoi manger, maintenant on va essayer de gagner de l'argent. Donc elle m'a fait auditionner dans à peu près la plupart des bons cabarets de Paris. Et là, j'habitais chez une logeuse, une dame qui avait la gentillesse de me louer une chambre, et un jour le téléphone sonne, et la logeuse me réveille, elle me dit, vite, vite, téléphone pour vous. Et Lilette me dit, Jean, vous sautez dans votre caleçon, vous avez rendez-vous avec M. Focatrix à l'Olympia, il vous attend. Bon, moi je ne savais même pas où c'était. Donc je m'habille, je prends un taxi, j'arrive à l'Olympia, effectivement, M. Focatrix me reçoit dans son bureau. Il me dit, Jean, voilà, vous n'aurez pas de presse, les programmes sont déjà imprimés, on ne changera rien, la première a été faite, on a un artiste qui a d'autres contrats, le programme qu'on a est très bon, on le prolonge, mais malheureusement cet artiste-là ne peut pas rester. Donc si vous êtes d'accord, totalement incognito, de le remplacer, bien évidemment, vous n'avez rien caché, hein, mais je comprends très bien que vous soyez déçus parce que vous ne serez pas à la façade, ou bon, mais le père Focatrix, très malin, me dit, c'était une occasion de mettre un pied dans la maison. Bon, je parle si j'ai le mot. Et voilà, moi j'ai remplacé avec Chantier. Alors là, il s'est passé un truc très drôle, c'est que dans la foulée, donc, hop, répétition, à l'époque, il y avait un orchestre, hein, donc répétition, tout ça, le soir, bon, hop, je fais mon numéro, bon, mais j'étais aussi à la Villa d'Est, et donc je cavale pour aller vite après faire mon passage, et le lendemain, je reviens nettement plus tôt, et j'ai fait la connerie qu'il ne fallait pas faire.
Parce que la veille, j'étais passé par l'entrée des artistes. Mais le lendemain, j'ai voulu voir, je suis rentré par l'entrée principale. Et là, j'ai vu l'Olympia. Et là, j'ai eu la trouille de ma vie, du matin. Le premier soir, je me suis rendu compte de rien. Et le deuxième soir, je suis rentré en scène comme ça. Parce que, putain. C'est ça, ouais. Ouais, voilà. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Toi, tu me disais tout à l'heure, est-ce que vous pouvez donner un conseil à ceux qui veulent débuter? Le conseil le plus important, alors celui-là, il n'est pas dans les bouquins, il n'est pas dans les DVD, hein, ni dans les vidéos. Le conseil le plus important, c'est que on a besoin d'avoir de la chance. Mais la chance, ça se fabrique. La chance, c'est quand, à chaque seconde, chaque jour, on est en prise directe, en étant parfaitement conscient que c'est peut-être dans 5 minutes qu'on va rencontrer la personne qui va faire de vous votre carrière, qui va, voilà. Et ça veut dire qu'il faut être à l'écoute, il ne faut rien, absolument rien négliger. Il ne faut absolument pas se dire j'ai pas envie, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas très important, c'est faux. Coco Chanel avait une phrase formidable quand elle parlait à ses mannequins. Elle leur disait, vous devez toujours être impeccable, quelle que soit l'heure de la journée, c'est peut-être dans 5 minutes que vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Eh bien, le travail d'un artiste de scène, c'est exactement la même chose. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, on ne peut pas mieux illustrer ça. Alors là, on n'est plus dans la chronologie, hein, c'est une anecdote. Hein. Je suis engagé pour faire le spectacle de la Fête des Mères à Beauvais. Beauvais, c'est pas une grande ville, c'est une petite ville de moyenne importance. Et la Fête des Mères à Beauvais, ça se passe un dimanche après-midi. Au milieu de la place, on a monté un podium par la mairie avec ces magnifiques bâches vertes, là, hein, voilà, dont on raffole. Et il y a traditionnellement les clowns, un imitateur, un magicien, cette fois-là c'était moi, etc. Bon. Les conditions déplorables. En plein air, 3 heures de l'après-midi, 300 mômes qui sont comme ça depuis 2 heures, hein, accoudés au podium. C'est pour te préparer, c'est facile. Voilà, bon, ok. Donc, je fais mon numéro. Le mieux que je peux dans ces conditions-là, avec aucun état d'âme, parce que c'est un gars-là, je me rappelle, qui a payé 800 francs. Bon. Le numéro terminé, je range mes affaires dans le coffre de ma petite bagnole, et là, il y a un monsieur très bien habillé, qui vient me voir, et qui me dit, jeune homme, et il me donne une carte. Il me dit, vous m'appelez demain à 11h à ce numéro. Bon. Je rentre de Beauvais, je fais mes cabarets toute la nuit, je sors mes trucs de mes poches, je mets ça sur ma table de nuit, je m'endors, et le lendemain matin je me réveille, et je dis, oh putain, il ne faut pas que j'oublie, il faut que j'appelle ce monsieur. Donc je prends la carte, et je fais pas très attention. Monsieur s'appelait Courtois. Et je fais le numéro, et j'entends, ici l'Élysée, bonjour, je vous écoute. Et bon, je vais faire un faux numéro. Oui, je vous écoute. J'ai dit, ben voilà, j'ai dû me tromper, je voudrais parler à monsieur Courtois. Non, ne quittez pas, je vous mets en communication avec lui. Voilà, bon, donc il se passe quelques secondes, effectivement. Ah, bonjour, oui. Bon, est-ce que vous pouvez venir prendre le café avec moi à 13h? Je dois vous parler de plusieurs choses, mais pour faire le faire de vive voix. Et je lui dis, oui, mais où? Ben, il me dit, à l'Élysée. Il me dit, surtout, n'oubliez pas, prenez votre carte d'identité, parce qu'on vous la réclamera à l'entrée. Bon. Donc, je demande à ma logeuse, c'est où l'Élysée? Bon, donc, voilà parti avec un taco à l'Élysée. Effectivement, le garde républicain me prend ma carte d'identité. Il y a un autre qui arrive, qui m'accompagne jusqu'à l'entrée de l'Élysée. Là, il y a un chambellan avec la chaîne et tout qui vient me chercher, qui
me suis monté au premier étage, bon, et j'arrive dans un énorme bureau où le mec que j'avais vu la veille, un Beauvais, au canal de la fête des mères, me dit voilà, je suis le maître des plaisirs de l'Élysée. Tout ce qui concerne le divertissement, la distraction, la manière de recevoir les visiteurs que le président de la République reçoit, c'est à moi d'organiser tout ça. Bien. Et la semaine prochaine, nous recevons Mao Tse-tung. Je me dis, évidemment, il parle le chinois. Et dans le cahier des charges que l'on a reçu, il aime beaucoup le cirque et la magie. Donc, comprenez, j'étais content de vous voir hier. Est-ce que vous êtes d'accord de vous produire devant M. Mao Tse-tung? Je dis bon, on va aller visiter la salle des fêtes, je vais vous faire voir où ça se passe. Et donc il me dit voilà, bien évidemment, il me dit c'est top secret. Non pas que la visite est top secrète, mais personne ne doit savoir ce qui se passe, le dîner, tout ça. J'ai absolument besoin de discrétion la plus totale. Et, donc, voilà. Et il me dit, vous quitterez les personnes qui s'occupent, et au moment où on vous préviendra, suffisamment longtemps à l'avance, vous préparez, et à la fin du dîner, donc sur la scène de la salle des fêtes, vous ferez votre numéro, exactement ce que j'ai vu à Beauvais, et plus les colombes, tout ça, c'est très bien, ça va beaucoup lui plaire. Et voilà. Bon. Voilà comment j'ai mis les pieds à l'Élysée. Et après, j'ai fait successivement les arbres de Noël, donc de Giscard, de Mitterrand, de Chirac, et j'ai fait le gala dans la salle des glaces à Versailles, quand on a reçu les 7 plus grandes, voilà, et donc où il s'est passé un truc insensé, c'est qu'il y avait Madame Thatcher, et à l'époque, l'Angleterre était en pleine guerre des Malouines, voilà, exactement, et il y avait, comment s'appelle-t-il, celui qui, l'acteur de cinéma raté, là, Reagan. Donc, à la fin de mon numéro, Reagan s'est levé, il a pris une de mes colombes, et il est allé l'offrir à Mme Thatcher en lui disant « J'espère que ça va vous porter bonheur dans le conflit qui vous oppose en ce moment. » Et cette photo fait le tour du monde. Là, on se situe dans les années 70, par là. Oui. Donc ensuite, comment ça s'enchaîne Puisque moi, ce matin, c'est jusqu'à Métamorphose. D'accord. Hein, alors après, c'est une carrière très classique. D'avoir la chance d'être ce qu'on appelle dans le circuit. Oui. Voilà. Mais c'est volontairement que j'emploie le mot chance. Hein, parce que, bon, en fait, il faut bien faire un distinguo. On peut considérer qu'il y a 100 grands numéros de variété, hein, toutes disciplines confondues. Magicien, jongleur, acrobate, danseur, ventriloque. Il y a 100 grands numéros dans le monde, bon, qui se partagent le gâteau que sont les grands établissements, c'est-à-dire à Paris, le Lido et le Crazy Horse et le Moulin Rouge, les casinos de Las Vegas, le Palladium de Londres, le Hilton de Séoul, bon, voilà, et le Sun City en Afrique du Sud. Il faut savoir qu'il y a 100 numéros qui tournent dans ces établissements-là. Bon. Et c'est le Gotha. Bon. Et quand on a la chance de pouvoir rentrer dans ce circuit-là, donc les choses s'enchaînent automatiquement, c'est-à-dire que, si vous voulez, je suis parti pour la première fois au Japon en 70, de 70 à 88, j'étais complet 2 ans, 3 ans à l'avance, quoi. Donc, parce que les choses
s'enchaîne automatiquement. Quand je faisais le Loz Hotel à Monte-Carlo, c'était un contrat de 4 mois. Bon, ben, le dernier jour, on re-signait pour 4 mois l'année suivante, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, les choses se font de façon pratiquement systématique, parce que tout le monde parle de tout le monde. Donc, vous êtes avec Fred Roby, il est en Allemagne, il dit tiens, il y a un magicien qui en ce moment, ça marche bien pour lui, c'est un tel, vous devriez le prendre. Ah bon, très bien, bah, écoutez, oui, envoyez-moi Mad, il est recommandé par Roby, bon voilà. Bon. Et après, le fonctionnement se fait tout seul. La grosse difficulté, c'est de rentrer dans ce circuit des vrais numéros professionnels qui tournent. Et ça appelle une démarche, c'est-à-dire que des vrais numéros qui font du succès. C'est encore autre chose. Parce qu'il y a malheureusement des numéros qui, sur le plan technique, que ce soit des magiciens, des acrobates, où c'est un travail formidable, mais qui, pour une raison X, ne va pas rencontrer le succès. Et ça, c'est très important. On parlait tout à l'heure de quelqu'un que je vénère, parce que on se téléphone souvent, c'est maintenant un monsieur âgé, mais que j'aime beaucoup, qui est Dominique. Donc, comprenez, quand un impresario peut dire à un directeur, monsieur, s'il ne fait pas le succès considérable chaque soir qu'on lui connaît, vous ne le payez pas. J'ai eu la chance de voir en live de très grands artistes. J'en ai vu très peu faire le succès de Dominique, ce qui s'appelle le succès. Moi j'ai vu une salle de 3000 places hurler d'enthousiasme debout, comme on aurait pu l'imaginer pour Elvis Presley ou les Beatles. Bon. Dominique, c'était ça tous les soirs. Ça force le respect quand même. Quel que soit le public, quelle que soit l'ethnie, la langue, les coutumes. Quand vous voyez, moi je l'ai vu en Afrique du Sud devant des diamantaires sud-africains, donc parler l'africain, qui est un mélange de néerlandais, qui sont des mecs immensément riches, mais très frustres, des gens très primaires au niveau culture, hurler de rire devant le numéro de Dominique, et j'ai vu la reine d'Angleterre hurler de rire devant le numéro de Dominique. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, et que moi je voudrais qu'on explique ça dans les associations, on explique aux magiciens. Ce qui est très important, on se fout de savoir s'il utilise une casserole aux colombes ou une quêteuse ou un faux pouce, mais ce qui est très important, parce qu'il y a cette espèce de magie qui est un petit peu mal aimée, parce que oui, ça tout le monde peut le faire, il suffit d'acheter le truc, etc. Il y a Vic et Fabrini, tous les soirs au Crazyhorse, ils font la casserole, tous les soirs, ils jouent au tabac. Bon, pourquoi ces trucs sont Crazyhorse ? Il y a une raison, c'est parce que c'est un grand numéro. Voilà. Donc, d'essayer d'expliquer que la nouveauté pour la nouveauté n'est pas forcément quelque chose qui va systématiquement vous apporter le succès. Ça peut ouvrir des portes, ça peut aider en disant tiens, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, mais il faut savoir que dans le métier du show business, on prendra toujours de préférence quelqu'un dont le succès est garanti à côté de quelqu'un dont le succès est hypothétique, et qu'il faudrait expliquer aussi que c'est très important d'apprendre à faire une levée double ou de faire un comptage de cartes, mais c'est très important aussi de savoir qu'il faut avoir les bonnes paires de chaussures, il faut avoir les chaussettes qui vont avec, il faut avoir la tenue qui correspond, il faut avoir les ongles propres. Donc ça, c'est aussi important que de savoir bien faire une manip.
C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui plaît au public et quelqu'un qui plaît qu'aux magiciens. C'est pas la même chose. Donc pour reprendre le fil de l'histoire, j'ai été un petit gâté puisque pendant un peu plus de 20 ans, j'ai fait à peu près tout ce qu'il y avait de bien comme établissement dans le monde, quoi. Et alors ça s'est fait en 2 étapes. Il y a d'abord un numéro de Colombe, qui n'était pas de loin s'en fout, qui n'était pas le plus grand numéro de Colombe, mais qui avait un atout. Et c'est pour ça que M. Guérin-Olido m'a engagé, il me l'a dit d'ailleurs. C'est que c'était un numéro qui était extrêmement rapide. C'était un numéro qui était basé sur un rythme très rapide, et c'était un numéro qui était extrêmement en musique. J'ai toujours fait très attention à ça, mais chaque geste, chaque temps était en accord avec la musique qui l'accompagnait. Donc c'était vraiment un numéro construit de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'il fonctionnait bien dans ce genre d'établissement où le divertissement doit être très rapide et doit être très anglais. Donc, et après, j'ai commencé à travailler les grandes illusions. Alors, j'étais, je suis toujours, mais sauf que je ne travaille que avec lui, très ami avec un grand impresario allemand qui un jour m'a dit, Jean, voilà, si tu montes un show de 45 minutes avec des fauves, je peux te vendre tel prix. Si tu continues avec ton numéro de Colombe, je te placerai toujours dans les très bonnes maisons, mais tu gagneras 10 fois moins. Donc j'ai suivi son conseil, j'ai monté toute une routine avec Tigre, Panthère et Grandes Illusions, et 2 filles partenaires, une black et une blanche. Et j'ai fait les premières parties de David Bowie, des gens comme ça. Voilà. Et parce que justement, il y avait et il avait raison, on faisait des salles de 15-20 000 places, donc bon, faut que ça se voit. Ouais, voilà. Visible. Et donc, ça nous a amené jusqu'aux années, ça a démarré en 85, parce que je m'étais posé une question, c'est que j'avais fait le Lido, j'étais à Zégas, sur un mur, bon, je pouvais encore essayer de refaire une fois un tour, mais avec il est toujours dans le métier, ah bon, est-ce que c'est toujours aussi bon qu'avant? Je sentais que on était à un tournant de ce métier où on se sépare très vite d'un artiste, mais simplement même sur une rumeur. Je ne donnerai pas de nom, mais je connais un très très grand numéro qui a arrêté de travailler parce que on a fait courir le bruit qu'il y avait un cancer. Et bon, on va pas le prendre, parce que si en plus on a des ennuis, qu'il est malade, voilà. Bon. Oui, il faut bien savoir que c'est un métier fragile, sur beaucoup de... Bon, mais c'est aussi normal. Un établissement comme le Palladium de Londres, vous êtes payé comme un ministre, pendant la répétition, on vient gentiment s'enquérir de savoir qu'est-ce que vous aimez, le thé, le porto, bon, moi en bon français je lui dis le champagne, bon. Tous les soirs, pendant que j'étais sur scène, on m'amenait une bouteille de Dom Pérignon en emballage. Tous les soirs. Faut savoir qu'au Palladium de Londres, on vous prévient. Monsieur Mad, dans 30 minutes. Monsieur Mad, dans 15 minutes. Monsieur Mad, 5 minutes, rideau. Donc, on comprend aussi que vous devez vous donner le maximum de garantie pour faire un travail, voilà. Et donc, j'ai donc commencé les Grandes Illusions, tout ça, cette tournée,
principalement Allemagne, Autriche, Angleterre. Et un jour, il y a une dame qui se renseigne parce qu'elle devait préparer une énorme convention pour la présentation d'un produit pharmaceutique allemand qui s'appelle Löw, ce qui veut dire lion en allemand, qui est un antidépresseur, dont le message était avec ce produit-là, donné fort comme un lion. Bon, voilà. Et donc, elle avait une énorme convention à mettre en place, et les dirigeants du labo en question allemand avaient dit oui, on voudrait avoir une image forte, si vous pouviez nous trouver quelque chose avec un lion, etc. Bon. Elle se renseigne, et on lui dit, ben, en ce moment au Lido, il y a un gars qui fait ça, on vient au Lido, et on se voit après le spectacle. Elle me dit, est-ce que vous pouvez participer à la convention? Je dis oui, il faut que vous demandiez l'autorisation au Lido pour accorder les dates, mais oui, c'est possible. Et cette dame, donc, c'était Chantal Saint-Jean. Et donc, qui était producteur à l'époque. Et durant cette convention, plus d'autres trucs par la suite, parce qu'après, j'ai fait la convention Citroën, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont sorti une bagnole qui s'appelait Kawaii, et dont la pub, c'était un couple qui partait en voyage de noces en Afrique, et la nana a toujours sa mère au téléphone en lui disant prends pas froid, fais attention, t'as bien tout ce qu'il faut, et ils se rendent pas compte qu'ils ont une panthère à l'arrière de leur voiture. Bon. Et donc c'était la pub télévisée, un spot de 27 secondes. Et donc Citroën France dit à Chantal Saint-Jean, voilà, on veut refaire la pub en vrai. Est-ce que vous pouvez nous organiser ça? Ça se passe sur le champ de course de Longchamp. Alors, il a donc fallu faire apparaître une panthère noire à l'arrière d'une voiture. Voilà, donc on a monté ça. Bon, donc, et pendant ce laps de temps, donc je vais raconter mes délires, puisque mon délire, depuis que je suis tout le monde, c'était de faire un théâtre de magie. Donc, mais moi, dans mon esprit, c'était un théâtre ambulant par la route. Parce que, comme j'ai quand même beaucoup travaillé dans les cirques, bon. Et elle me dit, ben, ton idée, moi, elle me plaît, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça sur un bateau? Et voilà, d'une part, comment est née Métamorphosis, et deuxièmement, un malheur n'arrive jamais seul, comment Chantal est devenue ma femme. Donc Métamorphosis est né en 90. 90. Ouais. En fait, la construction a commencé en 89, parce que, en fait, Métamorphosis, à l'origine, la péniche s'appelait le Squal. C'était un bateau qui transportait du ciment liquide. Et il était parti pour ce qu'on appelle être au déchirage, c'est-à-dire à la casse. Mais nous, ce qui nous intéressait, on cherchait, on n'en avait rien à faire que le bateau ait un équipement spécial ou quoi que ce soit, puisque ce qui nous intéressait, c'était d'avoir une coque vide pour y faire ce qu'on allait y faire dedans, mais qu'elle soit saine. Et non pas, on s'en foutait de savoir si il était équipé. Au contraire, moins il y avait de choses, plus ça nous intéressait. Et donc, on a été voir beaucoup de péniches. C'était un monde très particulier, le monde de la batellerie. Il y a même un marinier qui a voulu vendre une péniche qui n'avait pas de fond. Oui, oui. Et le type très étonné quand... parce que, bon, il n'y a pas 50 solutions. Quand vous voulez acheter une péniche, vous êtes obligé de la sortir de l'eau, de la mettre donc à terre, pour qu'on puisse la sonder, voir comment elle est, et puis après la remettre à l'eau. Bon, il faut savoir que, je parle en France, c'est plus facile, ça coûte 10 000 francs pour la sortir et ça coûte 10 000 francs pour la remettre. Donc, quand vous jetez votre dévolu sur un bateau, il faut quand même essayer de ne pas trop se tromper. Nous, on en a fait sortir 5. Hein. Bon. Dont une, le mec, mais des larmes. C'est le bateau de toute une vie, c'était la péniche de mon père. Donc le mec, mais un cirque. Bon. Et on sort le bateau et il n'avait pas de fond. Il reposait sur la vase, il n'y avait plus de fond. Le fond de la péniche avait été bouffé. Et le mec me fait, mais c'est pas possible. Mais c'est
j'arrive, j'ai... Enfin, bon. Le mec, il essayait de nous vendre une péniche qui avait plus de fond. Voilà. Donc, on a trouvé ce fameux squale qui était à Achères, c'est près de Paris, et qui était vraiment pas beau, mais par contre, qui avait l'énorme avantage, c'est que la coque était en parfait état. Et donc, ben, c'est très simple. On allait faire des galas en Allemagne et en Autriche et en Angleterre. On ramenait un peu de pognon. Et là, ben, on soudait, on faisait tout ce qu'il fallait. On n'avait plus de fric, on partait faire des galas. Puis voilà. Et donc, ça a pris 2 ans. Et on a... Parce que il faut savoir que Métamorphosis a été entièrement fait par l'équipe de départ du théâtre Métamorphosis. D'accord. C'est-à-dire le régisseur, tous les gens qui bossaient, tout le monde ben, là malheureusement c'est pas ici, j'ai ça au bateau. Mais il y a toutes les étapes de la construction du bateau qui, au départ, hein, c'était une cuve dans laquelle on mettait du ciment. Donc voilà. Et alors Métamorphosis s'est fait en 3 étapes. Il y a d'abord eu uniquement le théâtre, et Qui était déjà dans le... celui que vous avez vu. Voilà. Donc le théâtre, il n'a pas bougé, il est comme ça depuis le début. Mais ce qui s'est modifié, c'est que, donc au départ, il n'y avait que le théâtre. Et ensuite, les gens venaient en disant « Ah, on n'a pas eu le temps de manger, et puis quand on va ressortir, tout sera fermé, etc. » Alors, on a commencé à faire une petite restauration froide, et puis après on s'est équipé un peu mieux, et il y avait des tables et des chaises dans le théâtre. Donc on dînait dans le théâtre. Et les gens nous disaient, quel dommage, on est dans un site merveilleux, mais pendant le dîner, comme c'est fermé, etc. Alors, quand on a eu, je vais vite en besogne, parce que ça a pris beaucoup de temps, mais quand on a eu l'autorisation d'aller au quai Malaquais où nous sommes l'hiver, devant le Louvre. Parce qu'avant, l'hiver, on était sur le canal Saint-Martin, qui n'était pas un endroit très agréable au niveau panorama. Donc quand on a eu l'autorisation d'aller au quai Malaquais, on a entrepris la construction de la verrière, et là, on a remonté les tables qui étaient dans le théâtre, dans le restaurant du haut, et on a remis les sièges de théâtre dans le théâtre. En fait, il y a eu 3 versions. Il y a eu théâtre seul, il y a eu théâtre et restaurant ensemble, et il y a eu restaurant et théâtre. Tel que c'est maintenant. Voilà, tel que c'est maintenant. D'accord. Donc c'est une aventure qui dure déjà depuis près de 20 ans maintenant finalement. Ah ben là, on démarre la 18e année, là, ouais. Ouais, d'accord. Donc comment, si on reprend un petit peu l'aventure des spectacles depuis le début là, oui, comment ça a évolué dans le temps Bah, ça a évolué parce que d'abord j'ai aussi moi appris à travailler dans ce registre-là, parce que je suis quand même passé d'un show, d'abord d'un numéro de 12 minutes, muet, ensuite à un show de 45 minutes, toujours muet, visuel en musique, à un spectacle d'1h30 parlé. Donc ça a été une chose, il a fallu que j'apprenne, hein, que je ne savais pas faire ça avant. Bon. Donc, et puis à construire du spectacle, parce que il y a une grande différence entre peaufiner un show qui va être une fois pour toutes construit, et changer de spectacle tous les ans. Donc au début, c'était évidemment beaucoup de travail, parce que en plus, comme vous l'avez vu au théâtre, l'équipe, tout le monde fait tout. C'est à la fois indispensable sur le plan économique d'une part, et deuxièmement, c'est une aventure formidable, parce que il y a des gens qui sont entrés à Métamorphosis dans une fonction, et puis qui ont appris, par exemple, il y a un garçon qui est rentré comme serveur, bon ben maintenant il fait la régie du spectacle, et il est passionné.
voilà, parce qu'il est très heureux d'avoir découvert ce monde-là et d'avoir appris un tas de choses, et de savoir, Chantal lui a appris les lumières, parce que bon, tout est fait. Tout ce que vous avez vu, c'est Chantal qui règle les éclairages, les décors sont faits sur le bateau, les costumes sont faits sur le bateau, le matériel magique est fabriqué sur le bateau, tout est fait sur... Voilà, donc il n'y a pas de... Tous les ans, vous jouez le spectacle? Alors, maintenant, on a appris une leçon très importante. Une histoire de la magie, Marchand de rêve. Ensuite, il y a eu... comment s'appelle-t-il ce troisième spectacle? Le Miroir des songes. Artifice. Ces 4 spectacles-là chacun a été joué 1 an. Et on s'est aperçu que c'était une erreur, parce que si on enlève tous les points de repère aux gens, ils ne s'y retrouvent plus. Je m'explique. C'est que on a réussi à développer une clientèle très fidèle à Métamorphose, aussi bien familiale que d'affaires. Clientèle de société, de laboratoires pharmaceutiques, industriels, des gens donc, qui de façon très récurrente viennent refaire des événements chez nous, etc. Donc c'est les mêmes spectateurs. Donc évidemment au départ on se dit il faut changer pour qu'ils voient la même chose, ce qui n'est pas vrai. Parce que on a failli perdre des clients très importants, parce que comme ils étaient venus une année voir un spectacle et qu'ils ne retrouvaient pas ce qu'ils avaient vu l'année suivante, alors ils s'étaient engagés eux auprès des gens qui faisaient venir. Bon, vous allez voir, il fait ça, bon, et on ne le faisait pas. Il y avait une mauvaise image qui s'installait. Par exemple, il faut comprendre, on travaille avec un très gros labo pharmaceutique allemand. Ce labo envoie à chaque fois entre 60 et 80 médecins, généralement d'Allemagne, enfin d'Autriche, de Luxembourg, de Belgique. Donc, en fait, il y a des gens qui sont venus, ils ont vu le spectacle, et qui sont un petit peu les garants, et qui renvoient d'autres équipes pour aller voir des choses. Donc, ils ont bien évidemment été obligés de leur lâcher des infos. Donc, si les gens qui viennent, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on leur a raconté, ils finissent par mettre en doute la parole des gens qui les ont recommandés. Non mais vous êtes sûr, vous avez été voir, parce que on n'a pas du tout vu ça. Hein, bon. Donc, on a compris, et voilà ce que nous faisons maintenant. On change chaque année 50% du spectacle. Ouais, ce qui fait que sur 3 ans, il a entièrement changé. Mais, même en changeant, là, sur les 4 derniers spectacles qu'on a fait, on fait comme ça, mais on laisse toujours au moins 2 numéros qui sont, entre guillemets, les signatures de Métamorphosis. C'est-à-dire que, soit il y a la cabine spirit, soit il y a la lévitation, soit il y a le fusilier vivant, que vous n'avez pas vu dans ce programme-là, mais on laisse toujours un numéro, entre guillemets, dont on sait que les gens vont parler, pour qu'il y ait justement référence. Voilà. Et ça, on a appris ça, de changer 100% d'une année sur l'autre, on ne faisait pas de décontent. C'était un peu brutal. Voilà. J'ai fait une règle d'honneur toujours. À partir du moment où il y avait une réservation, il n'était pas question d'annuler. Ouais, ça, les débuts ont été difficiles, on a travaillé devant 4 personnes, devant 8 personnes, bon, mais on n'a jamais... il y a une loi au théâtre, oui, il faut le... Non mais j'ai un challenge. Oui, parce que... il y a une loi au théâtre qui est absurde, c'est que s'il y a une personne de plus dans la salle que sur la scène, on doit jouer.
C'est une loi que le théâtre, depuis... Oui, j'ai joué dans le poste aussi, oui. Bon, ce qui est idiot, parce que un type qui fait le one-man show, s'il y a 2 personnes dans la salle, il est obligé de jouer. Bon. Mais nous, on n'a jamais pris ça en compte, quel que soit le nombre de personnes, et au début, on a eu du mal. On a, au contraire, essayé de faire le spectacle, je dirais presque mieux que si la salle avait été pleine, parce qu'il n'y a aucune raison de pénaliser des gens qui ont fait l'effort de venir et de ne pas travailler bien sous prétexte qu'il y ait peu de monde. Parce que, par contre, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, vous savez, les gens, il ne faut pas les prendre pour plus bêtes qu'ils ne le sont. Quand ils voient que vous faites un effort important, parce qu'il y a très peu de monde dans la salle, et que vous donnez tout ce que vous avez à donner, mais ils deviennent vos ambassadeurs, ces gens-là. C'est eux qui parlent pour vous. Et beaucoup mieux que s'ils avaient été dans une salle bourrée à craquer. Ça force le respect, forcément, je pense. Ah bon? Ça force le respect, je crois. Il y a surtout que les gens sont conscients. Ils se disent, ils ont fait l'effort de faire le spectacle pour nous alors qu'on n'était pas beaucoup. Donc, ils sont touchés de cette ambiance-là. Alors, de la même façon qu'il s'est passé des choses amusantes sur Métamorphosis. Par exemple, on a à peu près une vingtaine de familles dont on fête les anniversaires depuis des générations. D'accord. Donc, on a fait l'anniversaire du grand-père, maintenant on fait l'anniversaire du petit-fils. Bon, et donc, tous les ans, la famille revient augmentée d'un... Voilà, etc. Et puis, il y a des choses amusantes. Par exemple, il y a des gens qui se sont connus à bord de Métamorphosis, qui se sont plu et qui se sont mariés à bord de Métamorphosis, et dont on a fait le baptême du premier enfant. C'est quand même... Voilà. Ouais. Parce que c'est vrai que finalement Métamorphosis, c'est un petit peu, j'aurais dit, le rêve de tout artiste, ou de magicien, peut-être magicien ou tout artiste en général. De tout artiste. C'est-à-dire d'avoir sa propre salle. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est un... Moi, je viens rêver éveillé. Ouais. Moi, je vais au boulot tous les jours. Je dis pas que je vais au boulot, mais je vais au bonheur. Parce que, déjà, d'avoir la chance de faire, d'avoir su faire de sa passion son métier. Ouais. C'est déjà, avec ça, c'est merci. Bon. Ensuite, d'avoir réussi, grâce à Chantal, et son talent et son savoir-faire, parce qu'elle était avant tout une productrice, hein, et un poids lourd dans le métier. Hein, donc, elle s'est occupée de William Lemergy, elle s'est occupée de gens très importants, et donc, qui est une vraie gestionnaire. Ça, c'est la partie immergée de l'histoire, mais il faut savoir que Métamorphosis, c'est 11 salaires. Donc, 11 salaires. Oui, donc il faut faire beaucoup de tours de magie pour payer les factures. Jules, oui, tu es gentil, alors viens, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, tu vas dire, voilà, bonjour, j'ai compris mon poste, hein, voilà, c'est moi Jules, voilà, hein, et maintenant, hop, voilà. Donc, c'est un théâtre de magie avec tout ce que ça représente de rêve et de futilité, mais c'est aussi une vraie entreprise commerciale. C'est, voilà, donc, et il faut savoir que moi, je ne suis que ce qu'on voit. Mais il y a la vraie force de Métamorphosis, c'est Chantal, qui est à la fois l'administrateur, la gestionnaire, c'est elle qui s'occupe de la communication, c'est elle qui s'occupe de la commercialisation. Bon, or, tout ça, quel que soit le talent d'un artiste, s'il n'y a pas autour tous ces éléments-là, je crois qu'il est bien ton sac. Il faut savoir que c'est ce qui est formidable aussi pour continuer le rêve, c'est d'avoir su rencontrer la personne qui fasse que tout ça devienne possible. Oui. Ça, c'est... Et là, effectivement,
D'où un petit peu ce que je disais en préambule au tout début, il faut de la chance, c'est très important. Mais ça veut dire aussi qu'il faut aller vers les gens, il faut leur parler, il faut leur expliquer, il faut être énormément ouvert et prêt à recevoir ce qu'on va vous proposer. Mais vous savez, il ne faut pas être frileux non plus. Malheureusement, moi je connais beaucoup de gens qui, pour X raisons, elles sont toutes plus honorables les unes que les autres, parce que familialement ça posait des problèmes, parce qu'il y avait l'incertitude de l'emploi, parce que financièrement, bon, bien sûr, tout ça existe. Le revers de la médaille, c'est que j'ai divorcé 4 fois, bon, parce que effectivement, quand vous êtes en tournée pratiquement 12 mois sur 12 aux antipodes, c'est difficile qu'une vie sentimentale tienne le coup si vous n'êtes pas ensemble. Bon. Donc, bien sûr qu'il y a des choix à faire, mais moi la question ne s'est pas posée. J'ai à la fois tout sacrifié pour ma profession, mais ma profession m'a rendu heureux comme jamais je pourrais l'être autrement. Donc j'y ai trouvé forcément un bonheur inouï, mais avec aussi en y laissant des plumes, bien sûr. Vous n'êtes pas très connu finalement du monde des magiciens, je veux dire. Hein, on est d'accord? Oui. Contrairement à d'autres magiciens qui, bon, ça n'applique que moi, mais qui forcément sont sur le devant de la scène, mais qui n'ont pas une carrière comme la vôtre. Vous avez forcément dû... Enfin, j'ai 2 questions. Hein. Vous avez forcément dû essuyer des critiques. Bien sûr. Encore aujourd'hui, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Et quel est votre regard aujourd'hui sur le milieu magique français ou international, j'en sais rien? Bon, alors, on va commencer par le début. Je ne suis pas connu du milieu magique, en tout cas très peu, pour plusieurs raisons. D'abord, je ne vais pas dans les congrès. Je fais partie, je suis membre de la FAP, mais je ne vais jamais aux réunions, pour une raison très simple, c'est que ou je suis sur scène en train de travailler, ou si ça tombe le jour de relâche, j'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas de temps pour aller écouter ce qui s'y passe, et en sachant que ce que je vais dire est ambigu, mais n'y allant pas, je suis en droit de... on serait plutôt en droit de dire non mais si vous n'y allez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'y passe. Bon, de fait. J'ai un tel retour que c'est fort peu intéressant pour quelqu'un dont le métier est la magie. Moi, ce qui m'ennuie, c'est ça. Ce qui m'ennuie, c'est que je n'ai pas envie d'entendre parler de querelles intestines entre des pseudo-pouvoirs à l'intérieur d'une association. Je n'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui est incapable de mettre un pied sur scène, avoir un avis et formuler une critique sur quelqu'un qui a au moins le courage de le faire. Donc, voilà pourquoi la vie associative magique ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, sur Métamorphosis, je crois que j'ai à peu près reçu tout ce qui a un nom dans la magie est venu sur Métamorphosis. Donc, on pourrait citer pêle-mêle Paul Daniels qui est venu plusieurs fois, Blackstone qui est venu, évidemment Damaris, Sylvan, Shimada, qu'est-ce que je peux encore dire, enfin, les noms m'échappent maintenant, mais je crois que tous les grands magiciens qui sont connus universellement, les Napoléons, enfin, je dis ça parce que c'est ceux qui sont venus récemment. Donc voilà,
sont venus et connaissent Métamorphosis et connaissaient Jean Made. Alors, ce qui aussi, Jean Régil, qui est un formidable copain, a écrit un jour un article dans le journal de la FAP quand on a créé Métamorphosis. Il a dit, si chaque membre de la FAP achète un billet pour aller voir Métamorphosis, peut-être que ça va aider Jean Made à continuer le chemin. Il faut savoir que je vois pratiquement jamais de magicien français. C'est rarissime. Pourquoi? Ça ne les intéresse pas. Le genre de magie que je fais ne les intéresse pas, et parce que je ne suis pas un cartoman à échanger des techniques et des idées sur un tour de carte ou la façon de le faire différemment, etc. Que je ne suis pas ce magicien-là. Bon, moi je fais des costumes, des décors, des accessoires, des lumières, des musiques pour faire un spectacle avec des critères qui sont des critères professionnels. Et ça n'intéresse pas le magicien amateur moyen qui, du moment que ça ne va pas rentrer dans sa poche, ça ne l'intéresse pas. Alors, je comprends ça. Il y a ce que je comprends et ce que je ne comprends pas du tout. Je comprends très bien que si on est simplement un amoureux de la magie et qu'on a envie, pour des raisons pratiques, toutes simples, de s'attaquer à un répertoire où on va pouvoir mettre ça dans sa poche ou tout pas dans un sac et une petite valise, parce que ça doit rester un divertissement bon enfant, familial, qu'on va faire avec des amis ou des choses comme ça, ces gens-là ont mon entier respect. Ce qui me va moins bien, c'est ceux qui savent à peine faire un saut de coupe et qui disent oui, Copperfield, c'est pas terrible finalement. Oui, ça, ces gens-là me fatiguent vraiment. Voilà. Faut pas quand même tout mélanger. Voilà. Et effectivement, et c'est une des bizarreries Métamorphosis, c'est que nous n'avons pas la clientèle des magiciens. Je dirais même qu'on a la clientèle des gens qui n'aiment pas la magie. Et que c'est peut-être en ça que Métamorphosis aura été très utile à la magie, parce que 95% des gens qui viennent sur Métamorphosis n'ont qu'une très vague idée de ce qui s'y fait. Ils savent vaguement que c'est un spectacle de magie. Ça veut dire quoi? On ne sait pas. Voilà. Et par rafale, voilà, je veux dire, je suis bien placé pour l'entendre, puisque au début du spectacle, personne ne le sait, mais au début du spectacle, je vais dans la salle. Personne ne me voit. Je suis dans la salle pour voir les gens qui rentrent, la place où ils sont, et ce que je vais pouvoir faire avec qui et quoi. Donc, à chaque début du spectacle, quand les gens rentrent dans la salle, moi je suis dans la régie, et je vois passer tout le monde devant moi. Donc j'entends, oh, on ne croyait pas que c'était aussi beau, oh, mais c'est formidable. Et j'entends les gens quand ils ressortent. Ah, mais on ne savait pas que c'était ça. Oh, on a passé une soirée formidable. Bon, tout simplement parce que la communication n'a pas été axée sur venez voir le plus grand magicien du monde ou je ne sais quoi, etc. Non, la communication de Métamorphosis, elle est très simple. Venez passer une bonne soirée. Point. Ça commence à la porte, dans l'assiette, le sourire des gens qui vous servent, le spectacle et la bonne humeur que tout le monde a le devoir de communiquer. Métamorphosis, ça n'est que ça. Mais effectivement, on n'y voit pas la dernière nouveauté, la dernière trouvaille. On ne parle pas dans Métamorphosis de ce qui se raconte dans les associations. C'est vrai. Alors, il y a effectivement, je n'ai pas dit et je ne pense pas, aucun magicien français n'est venu avant Métamorphosis, mais très peu, en regard
que la magie française représente, parce que justement, beaucoup, dès le départ, disent non mais ça ne m'intéresse pas, j'aime que le close-up, donc c'est pas la peine, je ne vais pas aller dépenser mon argent pour voir un spectacle de scène, donc voilà. Mais encore une fois, je juge personne, mais Métamorphosis, qui est quand même le seul théâtre de magie en France, permanent, hein, n'est pas rentré en complicité avec le monde des magiciens français. Voilà, on peut dire comme ça. Justement, vous avez quelle vision de ce monde des magiciens Alors, comment il évolue? Parce que ça a drôlement évolué, notamment. Voilà, alors moi je vais être très prudent, n'allant pas dans les congrès et n'allant pas aux réunions des associations, je n'ai qu'une vision extérieure. Je trouve, parce que ça quand même, comme j'ai un poste de télévision et que je vois notamment l'émission de Patrick Sébastien ou les retransmissions sur Paris Première des congrès FISM et autres, je vois les numéros, je suis un peu surpris de ceux qui aujourd'hui ont les grands prix et sont les grands champions de la magie mondiale. Parce que moi j'étais resté, alors évidemment je suis un vieux con, hein, enfin, moi j'étais resté à Fred Capps, j'étais resté à des gens, même Richard Ross, qui était un bon copain, et que, hormis que c'était un merveilleux magicien, c'était un type très chouette, mais c'était quand même des gens qui avaient une stature, une élégance, un charisme, qui parlaient très bien, qui parlaient plusieurs langues, qui avaient vraiment un numéro qui était très étoffé. Bon, même Norbert, que j'aime beaucoup, et il le sait, je lui ai dit, c'est plus un jongleur qui fait de la magie qu'un magicien. Et je dois dire que la question s'était posée quand on a attribué le Grand Prix à Pierre Brama à Barcelone. Mais la jonglerie n'est pas de la magie. Alors, l'un se marie très bien avec l'autre, mais je trouve qu'il y a d'autres spécialités dans l'art magique que l'on pourrait essayer de faire un peu monter mieux. Bon, il y a eu une époque, c'était simple, si c'était pas un numéro de manipulation, il n'y avait aucune chance. Bon. Il y en a un qui a remis les pendules à l'heure, c'est Fechner, en présentant à Bruxelles un numéro de Grande Illusion, où de l'entrée, tout de suite, il a eu le Grand Prix, parce que c'était tellement novateur et tellement, en plus, mystérieux, que la question ne s'est pas posée. Bon, alors, après, on peut discuter comment il a eu ce prix, pourquoi, etc. Bon. C'est un monsieur qui a su très très bien faire sa communication. Il a fait des relations publiques formidables, très longtemps à l'avance, de par sa simple position de producteur de cinéma. Bon. Et il est évident que, comme d'entrée de jeu, il est allé dans les hautes sphères de la magie, quand il est arrivé avec quelque chose qui était incontestablement formidable, la question ne s'est pas posée. Si ça avait été un illustre inconnu qui du jour au lendemain venait, aurait-il eu tout de suite la récompense suprême? On n'en sait rien. Mais, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça n'est pas que ce qui se passe sur scène qui compte. Il y a tout ce qu'il y a autour qui font que d'un seul coup, à l'évidence, bon, de la même façon qu'à Lausanne, les Américains sont venus quand Dave Vernon à l'hôtel le matin disait c'est Lance Burton qui aura le Grand Prix, bon d'un seul coup, les 10 congressistes qui avaient entendu ça, ils disaient merde, si Vernon dit, c'est que ça doit être vrai. Donc je ne dis pas que Lance Burton ne le méritait pas, mais je veux dire qu'on avait aussi admirablement su préparer le terrain pour que ce type qui a du talent ait immédiatement le truc. Voilà. Parce que le marketing, ça existe. Bon. Donc, mon sentiment, je ne retrouve pas l'émerveillement que j'avais
quand je voyais Fred Capps, quand je voyais Slidini, quand je voyais Freddy Fa, quand je voyais Danny Ray, quand je voyais Sylvain, à sa grande époque, quand je voyais Johnny Hart, quand je voyais évidemment Richard D. Bon. Donc, enfin, il y a un truc que j'ai lu dans Magic un jour, que Copperfield ne s'est jamais présenté à un congrès parce qu'il n'était pas du tout sûr d'avoir un prix. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi. Donc, mon opinion, mais je suis parfaitement conscient qu'elle est teintée de nostalgie, hein, parce que je n'ai pas la sensation dans les numéros que je peux voir aujourd'hui de retrouver l'ampleur et la magie des grands magiciens dont je viens de parler. Je me rappelle la première fois, bon, c'était en 64, où je me suis présenté au concours Magicus et où tout le monde a dit que j'aurais dû avoir le prix, mais que comme je n'étais pas présenté par une filiale, je ne l'ai pas eu. Bon. Il n'y a aucune haine, aucune méchanceté de ce que je dis. J'ai d'ailleurs un élément tout de suite pour expliquer tout ça, c'est que André Sans-la-Vie était là, a fait scandale, et a dit vous auriez eu le prix à Jean-Mad, vous ne l'avez pas fait, alors que c'est son beau-fils qui a eu le prix. Génial. Il a dit je vous demande de le faire passer dans le gala, le grand gala ce soir au musée Grévin. Et il a dit de toute façon, moi je suis tellement convaincu que ce qu'il fait c'est bien, c'est que je l'engage dans ma prochaine tournée. Bon, donc ils m'ont mis au gala du musée Grévin le soir, et pour la première fois, j'ai vu le numéro de Pierre Bravard. J'ai été émerveillé. D'abord, il avait l'âge qu'il avait à cette époque-là. Bon, merveilleux manipulateur, une vraie idée novatrice, ses bijoux, les couronnes, tout ça. Bon. J'ai vu un grand prestidigitateur. Je retrouve pas ça quand je vois Peter Marvey, quand je vois d'autres dont je ne dirai pas les noms, mais je retrouve pas cet émerveillement d'avoir la certitude que vous êtes en face de quelqu'un de formidable. C'est qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe, mais bon, quand Hallyday rentre en scène, c'est pas n'importe qui. Ouais. Bon, voilà. Quand Michel Bouquet rentre en scène, c'est pas n'importe qui. Vous savez d'instinct que vous avez la chair de poule, vous savez que vous allez vivre quelque chose de formidable parce que vous allez être en face de quelqu'un de grand dans sa spécialité. J'ai du mal à trouver ça avec les magiciens d'aujourd'hui. Mais c'est parce que je crois que j'en demande un peu trop et que je suis sûrement un peu trop exigeant et que... Ouais, mais est-ce que ça n'est pas non plus, voilà, ça c'est vraiment personnel, justement, toutes ces vidéos, c'est un petit peu la culture qu'on essaie de... Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de perte de culture de... Ah, c'est incontestable, oui. Ça, bien sûr. Parce que, d'abord, il y a une chose grave, il y a deux choses graves, s'il y avait ces deux choses graves. On ne se parle plus. La conversation qu'on a là, même si c'est un peu moi qui parle, mais on a une conversation. Hein. Bon, je suis le plus âgé des quatre, donc je vous raconte mes conneries, mais on a un échange. Bon, aujourd'hui, on communique par SMS, par portable, par fax, par mail. Bon, on ne se parle plus. Pourquoi moi la prestidigitation, c'est un truc qui m'a fasciné? Parce qu'il y a un petit bonhomme qui s'appelait le professeur Germain, qui, le soir, après son travail, quand il me recevait une fois par mois dans son bureau, et qu'il me parlait des magiciens, il me parlait des livres, il faut que vous achetiez le Rémi Sellier, Jean, il faut que vous procuriez ceci et cela. Bon. Mais ce monsieur me faisait rêver.
je me rappelle, j'avais pour 2 heures de route, après quand je revenais chez moi la nuit, mais c'était, pendant ces 2 heures-là, j'entendais ce qu'il m'avait dit, je continuais de rêver. Et ça, j'aimerais bien que les jeunes d'aujourd'hui retrouvent ça. Les tours n'ont aucune importance, et aucune. Un tour, c'est comme un vêtement, c'est le reflet de ce que vous êtes, de ce que vous pensez. Alors, on le fait en chinois, en cosmonaute, on le fait en jean, en chemise, peu importe, mais ça n'a aucune importance, c'est le reflet de ce que vous êtes. Avec les tours que vous avez envie de présenter au public, c'est une façon de leur dire, voilà, moi, j'aime le rêve, j'aime le mystère, j'aime le rire, j'aime la peur, j'aime l'humour. Donc, vous véhiculez et vous transmettez des émotions et des moments que vous voulez faire partager aux gens. Alors, après, on a toute l'extraordinaire palette des dizaines de milliers de tours de magie qui existent. Alors, déjà, au lieu de s'acharner à refaire tous le même, ce serait plus subtil de regarder et se dire, tiens, voilà un truc que, bon, moi, Chantal, pour vous le confirmer, je m'amuse à dire, quel est le tour que j'ai jamais vu? Ah, ça, je l'ai jamais vu, alors on va le faire. Parce que c'est intéressant d'essayer de faire quelque chose qui est peu vu, qu'on ne connaît pas. Tout à fait. La sensibilité fait que spontanément, on devrait utiliser les objets qui vous parlent à vous, qui transmettent, pourquoi pas faire un numéro de boutique de parfum si on aime les odeurs, pourquoi pas faire un numéro avec des fruits, si on, on peut faire un numéro avec des roses séchées, si ça rentre dans le mode de vie que l'on a. Bon, je vois pas du tout Copperfield habillé en marquis. Bon, et non, voilà. Mais par contre, j'ai vu un monsieur qui s'appelait Yves de Sanary qui faisait un numéro entièrement habillé en marquis, il n'avait pas l'air d'un con. Parce que c'était un mec noble qui vivait dans la noblesse, dans tous ces trucs-là. Donc, il avait monté un numéro de magie avec chaise à porteur, avec des appareils des écus, tout ça. Il jouait avec des cartes, c'était des cartes de piquet. Bon, on y croyait. Parce que la magie devrait être simplement le reflet, comme ça, de ce que l'on aime. Moi, je comprends très bien qu'on fasse un numéro avec des chaînes de moto, si on est un mec, que c'est dans votre culture. Mais ça devrait être, c'est un rôle, un magicien. C'est ça que... Alors évidemment, malheureusement, personne ne lit. Robert Houdin a écrit en toutes lettres, le magicien est un comédien qui doit jouer le rôle d'un magicien. Oui, mais ça veut dire aussi que, puisqu'il y a comédie, il y a volonté de faire croire, il y a volonté de... Et ça, pour reparler encore aujourd'hui de ceux qu'on met un peu vite en haut, je ne suis pas sûr qu'ils aient cette force qui permette qu'on croit. Moi, il y a quelque chose qui me fait toujours de la peine, quand je parle des émissions de Sébastien avec d'autres gens, soit au théâtre ou soit dans la rue, parce que bon, les gens savent qui je suis et ce que je fais dans le quartier. Bon. Quand j'entends dire c'est bien fait, c'est terrifiant. Ouais. On peut dire c'est bien fait d'un pâté, mais oh non, c'est bien fait quand même. Non, moi j'ai envie de dire, j'ai rien compris, c'est magique. Moi j'ai envie que les gens voient un magicien, quelqu'un qui, il se sert de cartes à jouer ou de pièces de monnaie ou de gobelets ou de cordes, mais d'instinct on sait que s'il décidait de faire disparaître l'église, elle disparaîtrait. Voilà. Pour moi un magicien c'est ça. Quand on a eu la chance de voir Ricciardi en scène, on savait que plus jamais, même si on n'aimait pas, plus jamais on ignorerait qu'on avait vu. On avait vu un grand monsieur, on avait vu un artiste. Et
j'aimerais bien que les magiciens soient un peu plus des artistes. Voilà. Ça m'irait bien. Pourquoi est-ce que les anglo-saxons, en fait, ont l'air, moi j'ai pas réussi autant que vous en langue d'avant, ont l'air de plus aimer le musical, la fantasy ou le spectacle visuel que les Français? Est-ce que c'est parce qu'en France, il faut qu'on soit intelligent, qu'on aille apprendre au spectacle, et quand les anglo-saxons viennent s'amuser, jouir du spectacle? Ou est-ce que c'est pas qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte? Non. Le cirque et le musical sont nés en Angleterre. Le cirque avec Astley, qui est le premier créateur, un hippodrome, on plantait des spectacles de chevaux, après il y a adjoint un comique, et chose que peu de gens savent, au tout début, quand Astley a commencé son cirque, il y avait un magicien avec lui. C'est en toute lettre dans l'histoire universelle du cirque du Tétard. Mais ça, demain vous pouvez parler à la FAP, le créateur du cirque mondial Astley, il y avait un magicien avec lui, personne ne le sait. Bon. Ce qui veut donc bien dire que la magie était quelque chose de très important et de très présent, puisque ce capitaine de cavalerie qui décide de monter un spectacle équestre, première personne qui met avec lui à côté de lui, un magicien. Ensuite, il y aura un paillasse, qui était un palefrenier. Je vois que tu connais bien l'histoire. Non, un petit peu. Donc, voilà. Je les ai un tout petit peu. Le musical, tout est dans le nom. Hein? Hall à musique. Commence en Angleterre. Les marchands de boissons se rendent compte que pour avoir plus de gens chez eux, il faut d'abord faire venir des musiciens et puis après des chanteurs. Et puis petit à petit, la qualité s'améliore. On prend des gens qui ont un peu plus de talent, qui ont un peu plus de renommée. Et puis on adjoint à ça des gens qui font rire, etc. Ça devient le musical tel qu'on le connaît. Bon. Mais pourquoi? Très simplement. Tu fais de l'essence à une station-service en Angleterre ou en Amérique. La veille au soir à la télévision, il y a eu une émission de variété. Le mec qui sert l'essence à la pompe, il va te dire « Oh, l'excentrique, il avait des running gags fabuleux. » Parce qu'il connaît ce métier. Ils savent que les répliques sont écrites par des gens dont c'est le métier. Ils savent que les pas sont inculqués par des chorégraphes dont c'est le métier. Donc ils sont en face d'un métier qu'ils prennent aussi au sérieux que leur propre métier. Quand tu viens en France et que tu descends dans la rue, tu dis je suis magicien, on dit et pour vivre à part ça vous faites quoi? Nous n'avons pas de culture. Et on a échappé la chose la plus impressionnante qui existe. Le plus grand magicien de tous les temps était français, il s'appelait Robert Houdin, tout le monde s'en fout. Robert Houdin, après, parce que Robert Houdin, 7 ans, hein, c'est pas 50 ans, 7 ans. Robert Houdin a attiré dans son théâtre tout ce qu'il y avait, on dirait aujourd'hui des people, parce que il était un événement, il était ce qu'il fallait voir. Paris, à l'époque, était la ville lumière. C'était la capitale qu'il fallait découvrir. Les grands de ce monde, les artistes, les écrivains, venaient à Paris. Robert Houdin faisait partie de Paris. Donc, il y a eu un essor extraordinaire pour la prestidigitation que tout le monde a laissé retomber comme un souffle raté. Méliès a fait ce qu'il a pu. Il s'est figé lui-même en inventant le cinéma. Hein, puisque l'histoire est simple, hein, on a commencé par projeter des petits bouts de films au théâtre Robert Houdin, et puis à la fin du théâtre Robert Houdin, à l'époque où il y avait le dernier magicien, c'était Maurier, eh bien, il y avait une séance de prestidigitation le jeudi après-midi, tous les autres jours, c'était des films. Donc malheureusement, les magiciens, en mettant du cinéma dans leur spectacle, se sont détruits tout seuls. Bon, mais c'est comme ça. Mais en Allemagne, vous dites à n'importe qui, je suis artiste de variété ou artiste de cirque, mais tout de suite, c'est comme si vous dites, je suis notaire. C'est respect, parce qu'on sait que c'est des professions qui demandent du travail, on sait que c'est des professions
qui ont une histoire, donc important dans la culture d'un pays. Le jour où il n'y a plus d'artistes, le pays, c'est Mad Max. Hein. Donc, et malheureusement, nous avons en France d'autres préférences que sont le chant. On aime bien la chanson, on aime bien la comédie, qu'elle soit au théâtre ou au cinéma, mais on n'a pas de... La meilleure preuve, dans le cahier des charges du ministère de la Culture, la ligne magie, elle n'existe pas. Vous avez théâtre, lyrisme, danse, peinture, etc., cinéma. On a réussi, grâce au travail acharné d'une femme qui s'appelle Sylvia Montfort, parce qu'elle s'est battue pour Lexigirus, à ce que le cirque soit reconnu. Mais la magie, c'est comme la pêche à la ligne. Hein. Parce que je crois quand même que on n'est pas très aventurier quoi, en France. Les professions artistiques, on fait ça le dimanche pour t'amuser, mais enfin prends-toi un métier sérieux à côté quoi. Voilà. Bon. Alors que moi, comme je le dis, à chaque fois que j'ai la chance que quelqu'un veuille bien venir me voir, si un gamin me dit je voudrais faire ce métier mais je ne sais pas comment faire, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait décidé de faire ce métier ne pas y arriver. Pas forcément devenir une vedette. Mais tous ceux que j'ai vus vraiment s'investir en disant bon, allez, je prends le risque, j'essaye, ils ont tous gagné leur vie. Plus ou moins bien. Mais ils y sont parvenus. Bon, aujourd'hui, on sait très bien que avec la kyrielle d'études qu'on peut faire et de diplômes qu'on peut avoir, on n'est pas du tout sûr d'avoir du boulot. Moi, je suis désolé, mais moi, demain, je mets une carpette sur le trottoir, je fais des tours, je mange. Hein. C'est la seule chose que j'ai dit à ma femme quand on s'est mariés. Je lui disais, je ne peux pas te promettre grand-chose, il n'y a qu'une seule chose que je peux te promettre. On ne mourra jamais de faim. Ça, c'est la force des métiers du spectacle. Et malheureusement, on devrait mieux le faire comprendre. N'importe qui a un talent, un jongleur, un magicien, un ventriloque, un clown, un acrobate, mais je vous dis, vous mettez une carpette par terre, une place Beaubourg, vous gagnez très bien votre vie. On peut aussi trouver des situations plus confortables, mais qu'on ne vienne pas me dire que ce sont des métiers de crève la faim, c'est pas vrai. Mais il faut, un jour, il faut prendre des décisions, quoi. Il faut savoir vraiment être sûr qu'on aime. Voilà. Quand il y a un type fabuleux qui est parti ce matin, comme l'abbé Pierre, bon ben, cet homme avait une telle force, une telle confiance dans l'homme que il a bousculé les montagnes. Bon, ben, quand on veut devenir un artiste, il faut savoir que il y aura des difficultés. Mais si on est tout à fait prêt à ce que ces difficultés-là, on essaye au maximum de les éviter et de faire au maximum le mieux possible, mais le mieux dans tout, c'est-à-dire le mieux en disant bonjour aux gens. On peut, simplement en disant bonjour aux gens, on peut leur transmettre une force formidable. Donc, comme on peut se foutre de leur gueule, bonjour, ça va. Si on veut, on peut, il faut vouloir. Et je crois que c'est ce qu'il faut peut-être dire à ceux qui veulent faire ce métier-là. Il faut vouloir. C'est un vieux con qui vous le dit. C'est, tout à l'heure vous parliez de vêtements, que même si c'était un vêtement. Mais il faut aussi apprendre la couture si c'est un vêtement, parce que la magie en soi ça ne suffit pas. Il faut apprendre à danser, à chanter, oui, à se déplacer sur une scène, oui, à faire la peinture, oui, les décors. oui. Comment ça s'est passé pour vous
au tout départ? Vous avez fait sur le tas, vous avez... Ah oui, complètement. Avec Alex, avec d'autres artistes ensuite? Alors, Des rencontres? non, mais je crois que là, je vais raconter ce que raconte n'importe qui. J'ai commencé, ma première boîte tiroir, je fabriquais avec des boîtes de chaussures. Mes petits accessoires, comme malheureusement il n'y avait pas d'argent à la maison, mon premier smoking, je me le suis payé en allant découper du poisson à la criée. J'allais à 4 h du matin à la criée, quand les bateaux arrivaient, on recevait les cajots dans la glace, il fallait découper le poisson, et j'ai travaillé à la criée pour me payer mon premier smoking. Parce qu'il ne serait pas venu à l'idée de demander un crédit. Donc j'ai attendu d'avoir l'argent, et quand j'ai eu l'argent, je vais voir le tailleur, je lui ai expliqué exactement ce que je voulais, et il m'a... Le premier smoking que j'ai pu m'acheter, après celui que vous avez vu, m'a été donné par Alex. Bon, mais voilà, mais... enfin, c'est pas un tour de force, quoi. J'ai été travailler 2 mois à la criée pour avoir un beau smoking, et pour justement, il y a une chose que je trouve très importante, c'est faire honneur au métier qu'on fait. C'est le servir, comme un militaire doit servir un corps d'armée. Moi, j'estime qu'un artiste doit au maximum donner le mieux possible de lui pour qu'on soit fier de ce qu'il représente. Donc, voilà. Et puis, c'est formidable dans le sens où, oui, il faut apprendre. Alors, bon, il existe des corps de métier qui sont spécialisés dans toutes les choses. Ça suppose qu'on a un budget nécessaire pour faire appel à eux. Mais si c'est pas le cas, c'est pas compliqué. On peut très bien se fabriquer du matériel tout seul, on peut très bien faire un tas de choses. Je vous ai laissé les photos d'un type qui était pour moi comme un grand frère qui s'appelait Yanko. Yanko, il teignait lui-même ses foulards, il faisait ses costumes, ses décors, son matériel, c'était les ballets russes, c'était les ballets en Chine, c'était d'un luxe inouï, extraordinaire. Mais quand il arrivait sur une pièce de cirque ou une scène de théâtre, d'un seul coup, on était en face d'un tel faste que on savait qu'on allait voir quelque chose qui allait être particulier. Voilà. Donc lui, il avait choisi cette voie-là pour s'exprimer. Mais je comprends, mais moi, un mec en Marcel, en jean, qui me fait des miracles sous le nez, formidable. C'est le type miraculeux. Et oui, un type comme Alex à sa façon, alors dans une dimension de bohème, dans une dimension un petit peu comme ça, canaille, mais était un personnage dans vos régions à vous, puisque ça vous concerne vous. Quand Alex arrivait sur une place de village, tout le monde savait qu'on allait se marrer. C'était important. On savait que, ce soir on va se marrer, il y a Alex qui est là. Formidable de susciter ça dans la population. Il y a des choses, est-ce qu'il y a des moments dans votre vie d'artiste qui ont été des moments douloureux, des échecs en fait, lors d'un spectacle, et qui vous ont permis de rebondir ensuite, en fait, qui vous ont propulsé encore plus haut, parce qu'il y a des... Je sais pas s'il y a des choses qui sont arrivées, qui ont été des catastrophes, et qui en fait ont réussi à récupérer et devenir quelque chose de merveilleux en fait. Ce que je peux dire, c'est que c'est grâce à ma passion pour la magie que je me suis remis de chagrin d'amour. La première fois que je suis allé au Japon, j'ai traversé une très beau espace parce que j'étais très amoureux d'une dame et c'était pas réciproque. Et je savais très bien que, n'étant pas là, je pesais pas lourd dans la balance. Et j'avais des idées très, très noires et
des idées suicidaires. Et ce sont mes colombes qui m'ont empêché de faire une connerie. Parce que j'avais vraiment des pensées macabres, et d'un seul coup, j'ai vu mes colombes dans la cage, dans un pays où on ne comprend pas un mot de ce qu'ils racontent, où vous êtes incapable de lire un truc, parce que quand vous voyez tac, 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 pour savoir que c'est les toilettes tellement jaune, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Personne ne va s'en occuper, je ne peux pas les laisser tomber. Et l'instant d'instinct de mort que j'ai eu a été balayé par ça. Parce que j'avais mes colombes dans ma chambre d'hôtel et que d'un seul coup, je me suis... bon, voilà. Et que de toute façon, même si je vivais un chagrin difficile, il fallait tous les soirs aller sur scène, se maquiller, être impeccable, bien travailler, etc. Donc ça m'a maintenu. Bon, puis il y a eu d'autres choses, mais c'est ma passion pour la magie qui m'a sorti de la maladie et qui m'a sorti de plein de... Parce que coûte que coûte, il n'était pas question que ça ne marche pas ou que ça n'aille pas mieux, que... voilà.